Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 4 juin 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de ce début de semaine. On parlera essentiellement de l'actu générale liée à la crypto. Ensuite, on parlera du H-bar un petit peu, du XRP essentiellement, de la carte bancaire Trade Republic. On parlera un petit peu de Realty. Et pour terminer, la minute matière première et la minute complotiste. On va donc commencer l'actualité. On va regarder juste un petit peu le marché. Au niveau de la market cap, on est à peu près toujours pareil, ça bouge pas trop. 2,56. Le volume a baissé de 2,65% et la dominance du BTC est à 53%. Je vous rappelle qu'il faut vraiment que ça baisse pour qu'il y ait une saison des altcoins. Quand vous verrez logiquement le bull run, je pense que la dominance du BTC devrait être à 40-45%, entre 40 et 45%, quand on sera dans le bull run. Voilà, en tout cas dans le bull run des altcoins. On va donc commencer à parler de l'actu. Et on a un hack, Velocore Exploitation, qui a perdu 10 millions de dollars. Velocore aurait été piraté, entraînant une perte d'environ 10 millions de dollars. La plateforme a ouvert une enquête sur l'exploitation et gelé les fonds volés. Cependant, le pirate a réussi à déplacer une partie de l'ETH volé vers le réseau principal Ethereum. Donc c'était en fait sur le réseau ZK Sync et sur Linea. Voilà. Donc je vous rappelle, c'est toujours pas mal de diversifier, d'être sur plusieurs exchanges et surtout d'avoir une grosse partie sur ses wallets privés, sur son wallet privé ou ses wallets privés. Un petit aparté qui n'a rien à voir, mais je pense que vous connaissez Jed McCaleb qui est donc sur Stellar, celui qui a fait le réseau Stellar et qui a vanté sur Ripple. Et en fait, c'est lui qui est le développeur américain du iDon'tCare réseau. Donc pour les personnes qui sont assez jeunes, ils ne savent pas ce que c'est. Mais à l'époque, c'était comme le réseau Imul. On pouvait télécharger, en fait, c'est peer-to-peer. On pouvait télécharger, en fait, par exemple, du streaming sur ce genre de plateforme. Et c'est assez marrant de voir que c'est Jed McCaleb qui a fait, tout simplement, qui a fait ce réseau. On continue et on a Peter Schiff, je pense que vous connaissez Peter Schiff, qui tout simplement avertit de l'inflation qui arrive avec la baisse tout simplement du dollar, et il dit que les investisseurs sont complètement pas préparés du tout. Voilà, donc en fait ce qu'il veut dire tout simplement, c'est que les investisseurs sont pas assez investis sur des actifs réels. Je pense que c'est surtout ça qu'il doit dire, et qui sont un petit peu trop sur des choses qui ne sont pas forcément tangibles. Voilà. On continue. Et on a eh bien l'Inde qui déplace 100 tonnes d'or du Royaume-Uni vers ses coffres en Inde. Il faut savoir que ils n'ont pas fait ça depuis 1991 qu'ils n'ont pas fait ça. C'est un signe. Il n'y a pas que, il y a d'autres pays, il y a des pays africains aussi qui commencent à reprendre leur or et qui remettent dans leur coffre. En fait, tout le monde commence à faire ce même procédé. Voilà, ça veut dire tout simplement des choses. Ils se protègent. Et puis aussi le fait qu'il y ait des sanctions, que les Européens, l'Occident fasse des sanctions, ça fait un peu peur aussi aux pays, que ça soit pour des échanges, pour mettre des actifs justement dans ces pays-là. Maintenant, tout le monde retire un peu ses billes. Si on peut vous geler les biens parce que vous êtes russe ou autre. Voilà. On continue. Et on l'avait vu, ça on l'a entendu en France, qu'on a eu la dégradation de la note tout simplement de l'agence de notation américaine Standard Poor's a annoncé ce vendredi soir avoir révisé à la baisse la notation de la dette française de AA à AA-. Alors faut savoir que
logiquement, c'était même plus que A moins, ça devait passer à B. Je pense que c'est B hein, après, hein, si je me souviens bien. La pire est C ou D, ça doit être B je pense. Et en fait ce qui a permis de quand même de pas trop, c'est tout simplement que les Français ont énormément d'épargne et que le gouvernement il a mis en collatéral tout simplement l'épargne des Français, tout simplement, et du coup c'est pour ça qu'ils n'ont pas été notés, parce que s'il y a un souci, bah, ils vont se servir tout simplement dans l'épargne des Français. On continue. Et on a une banque eh bien, qui rachète, il y a des banques encore qui tombent, et là on a une banque, ça s'affiche pas, voilà, on a l'Atlanta Postal Credit Union qui rachète Affinity Bank, donc on a encore une banque qui tombe, en ce moment il y a beaucoup d'acquisitions, de fusion tout simplement. C'est les gros qui rachètent. Alors c'est le plan, hein, c'est le plan du grand reset, c'est que les gros rachètent les moyens ou les petits pour avoir encore plus de pouvoir. On a dans le Financial Times, alors je ne suis pas abonné, mais les sanctions russes sont inefficaces, a déclaré le chef le chef de Dubaï. Voilà, donc on le sait, de toute façon, ils ont des moyens de contourner. Ils savent depuis très longtemps qu'il allait avoir des sanctions et ils se sont préparés et surtout ils s'organisent entre pays de BRICS pour, on en parlera tout à l'heure, pour tout simplement contourner et utiliser un autre système que SWIFT et de ne plus utiliser le dollar. On a notre très cher Biden qui, on pensait qu'il allait eh bien, faire aller un peu plus dans le sens des crypto-monnaies, mais en fait, on voit que les crypto-monnaies sont sous pression aux USA. Joe Biden oppose son veto à l'annulation du SAP 121. Alors la loi était très bien parce que ça le permettait en fait aux banques de pouvoir avoir des actifs et des actifs numériques et des cryptos entre autres. Et bien Biden lui il oppose son veto à l'annulation et donc c'est la guerre qui continue, donc on peut dire qu'il est encore en petit crypto, même si pour la loi FIT 21 ça a été il y a eu beaucoup de démocrates qui ont voté pour cette loi, mais pour SAP 121 en tout cas là il met son veto. On continue pour les actions, comme je vous l'ai dit à chaque fois, je vous le montre, que ce soit Zuckerberg, Apple, etc. Il y en a plein qui vendent en fait tout simplement leurs actions, et je ne parle pas des investisseurs lambda, je parle des gens qui sont dans le conseil d'administration de ces ou le CEO de ces compagnies. Et là on a BlackRock qui le 20 mai a vendu pour 25 milliards ou 25 millions, pardon, 25 millions, je pense, oui, 25 millions de ces actions. Ça a été fait le 20 mai. Même chose pour Nvidia, où là on voit qu'ils ont vendu, c'était le 30 mai, pour 30 millions. Ça a été vendu. Ils savent qu'il y a quelque chose qui arrive, peut-être pas tout de suite, ils vont encore faire gonfler les marchés, mais à un moment donné, ils vendent petit à petit, ils font un peu comme un DCA à l'envers, tout simplement, et ils vendent petit à petit parce qu'ils savent qu'à un moment donné, ça va cracher. Pareil pour Apple, là on va regarder, voilà, c'est le 15 mai, voilà, 905, presque 1 million, 951 785 qui ont été vendus. Au niveau des situations des banques, la Banque des États-Unis font face à 517 milliards de pertes non réalisées. On voit que de toute façon, dans tous les sens, c'est alerte rouge dans tous les sens. Le dernier Quarterly Banking Profile de la FDIC a révélé que le système bancaire américain a connu une augmentation des pertes non réalisées atteignant 517 milliards. Cette hausse est principalement attribuable à la hausse des taux hypothécaires qui ont une incidence sur les titres hypothécaires résidentiels.
Donc logiquement, on va observer ça, mais je pense qu'à un moment donné, ils vont être obligés tout simplement de réduire les taux et de faire la machine à billets, même s'ils commencent déjà à le faire, on le sait, hein, ils ont racheté leurs dettes et ça va continuer. Donc si ils ne je pense pas qu'ils vont faire tomber le système, ils veulent qu'ils tiennent encore un peu, en tout cas avant les élections il faut qu'ils tiennent, et donc je pense qu'ils vont, ils vont couper à un moment donné les taux, c'est pas possible autrement, mais bon, on est un être humain, on peut pas savoir à 100% ce qu'ils vont faire, mais ça paraît logique qu'ils vont faire ce... Parce que là, ça fait des dégâts considérables. Voilà, même si ça serait la logique, ça serait justement de continuer, d'arrêter cette planche à billets et que que ça souffre et que ça tombe pour assainir l'économie. Mais non, eux, ils préfèrent tout simplement soutenir en imprimant. Voilà, là ils disent ce qui indique un risque plus élevé d'insolvabilité, alors que le système bancaire reste stable. La FDIC met en garde contre les défis liés à l'inflation, à la volatilité des marchés et aux tensions géopolitiques qui pourraient affecter la qualité et la liquidité du crédit. Alors est-ce que le Black Swan, ça peut être tout simplement l'effondrement de l'économie américaine? Est-ce que ça pourrait être? On ne sait pas. C'est possible parce qu'il y a quand même beaucoup de signes qui commencent... ça commence à être très dur pour les Américains, pas que pour les Européens. On va passer maintenant au XRP et un petit article du 3 juin où XRP pourrait frapper 100 $ si le XRPL capture 1% du marché des dérivés à 10 trilliards. Donc c'est ce que dit cet article, et effectivement si on fait des calculs on pourrait arriver à ça, et je pense que c'est plus que 1% qu'il pourrait prendre à mon avis. Par contre pour qu'il puisse capturer ces 1%, il faut des réglementations, il faut ensuite que le procès soit terminé, et après il pourra commencer à capturer effectivement une petite part du marché, mais je pense que ça sera plus tard, largement plus que 1%. Voilà aussi pourquoi je suis investi sur le XRP. C'est sur le long terme, mais je pense quand même qu'il y a des choses qui vont se mettre en place à partir de fin 2024, et que le prix de toute façon, bon, on voit aussi sur les charts, mais je pense que il faut vraiment que ce procès se termine, ce qui sert à rien, et après on va commencer un petit peu à l'envoler. On continue toujours pour parler du XRP, et on a l'Iran et la Russie qui coopèrent sur un CBDC et des actifs tokenisés. Il faut savoir qu'il n'y a pas que la Russie et l'Iran, bien sûr, vous avez d'autres, vous avez la Chine, vous avez l'Inde aussi, qui vont faire des coopérations, et on a ici, en 2023, il y avait une rumeur sur laquelle l'Iran travaillait sur une monnaie adossée à l'or qui avait l'intention d'utiliser dans les règlements avec la Russie. Et on voit que les deux pays travaillent sur une monnaie numérique banque centrale, alors que la Russie... Alors en fait, tout ça, c'est tout simplement pour éviter les sanctions de SWIFT, les sanctions des Européens, et de contourner, de ne plus utiliser le dollar, et aussi de ne plus utiliser le système SWIFT. Voilà, parce qu'en fait, ils ont été exclus. En l'état actuel des choses, les deux pays sont exclus de SWIFT pour les paiements transfrontaliers. Étant donné que les DFA nécessiteraient une infrastructure supplémentaire comme un opérateur d'échange international capable de connecter les systèmes, ils travaillent également sur une CBDC. Ça permet de simplifier en fait tout simplement ces échanges transfrontaliers entre ces pays, les pays des BRICS. Voilà. Voilà pourquoi ils vont utiliser les CBDC. Et donc on continue. La Russie, pour justement pouvoir aussi utiliser ces CBDC et de légaliser les choses, il faut faire des lois, des réglementations, et on a la Russie qui, ça c'était en mars 2024, la Russie qui signe une loi autorisant l'utilisation d'actifs numériques pour sanctionner les paiements. Donc ils mettent en cadre de réglementation pour justement pouvoir utiliser les CBDC et les actifs tokenisés tranquillement, en évitant aussi les sanctions
et pouvoir commercer entre eux. Et c'est pour ça que, à mon avis, je ne suis pas investi dessus, mais quand il va y avoir des réglementations sur le commerce, je pense que XDC va flamber. Moi, je ne suis pas investi dessus, mais je pense que justement, ça va commencer dans le pays des BRICS à vraiment flamber parce qu'ils vont tokeniser tous les actifs du commerce. On continue. Et on a l'agence de notation russe ACRA qui voit les banques dominer les actifs RWA. Et on voit que il y a vraiment une augmentation. Regardez, à partir de juin 2023, ça a flambé. Et là, depuis cette nouvelle année, décembre, janvier, pareil, ça a flambé. On voit une augmentation. En 2021, la Russie a adopté une législation soutenant la tokenisation des actifs du monde réel, les appelant actifs financiers numériques DFA. Il a fallu un certain temps à la Banque centrale pour autoriser les plateformes émettrices en 2022 avec un filet de problèmes. Cependant, en 2023, il a commencé à décoller avec 10 entités autorisées. Voilà. Et donc ça se démocratise de plus en plus. Et en fait, c'est en fait un peu l'Occident en faisant ces sanctions qui permettent l'innovation et l'essor justement des actifs numériques dans les BRICS. Et moi je pense que personnellement c'est fait exprès. Tout ça c'est fait exprès, c'est justement il va y avoir une évolution de ces de ces actifs numériques qui vont commencer chez les BRICS et après qui vont se contaminer un petit peu dans le monde entier. Tout le monde va utiliser ce système et ils vont voir que les BRICS fonctionnent très bien avec ce système et ils vont ensuite se propager un peu partout. Même les États-Unis seront obligés de faire la même chose et on sait qu'ils sont déjà préparés de toute façon pour. Voilà, on continue. On sait aussi que Stellar on sait que Elliptic, il y a une société Elliptic qui travaille en partenariat avec SBI et travaille donc avec certains pays des BRICS et on a vu qu'ils ont un partenariat depuis 2020 avec Elliptic. Donc on sait que Stellar est impliqué aussi avec les BRICS dans la tokenisation. Et maintenant, je vais vous parler juste, on voit ce petit PDF où on voit le titre, c'est l'expérience blockchain en Russie et à l'étranger. Donc c'est aussi pour la digitalisation par les banques centrales financières et les entreprises de technologie. Et on voit, ils le disent carrément. Je vais essayer de vous trouver ça. Voilà, c'est là. Actuellement, les plateformes les plus communes utilisées pour piloter les organisations financières et les solutions de régulation basées sur la blockchain sont Ethereum, Corda. Ça, on le sait, Corda, c'est vraiment la base dans tout. Ripple, Quorum et Hyperledger Fabric. Donc, ils le mettent carrément. Ça date de, je crois, 2000, que je vous dis pas de bêtises, de 2020. Voilà. Et si on va, le plus important, je vais essayer de retrouver, c'est à la page 5. Il parle du XRP, il parle de Ripple Network. Donc il explique un petit peu le système, mais surtout moi ce qui m'intéresse c'est s'ils mettent la conclusion. Normalement il y avait une conclusion où c'était marqué. Voilà. Based on the research result, donc basé sur les résultats des recherches, il a été conclu que la plateforme Ripple peut être considérée comme la base pour commencer le travail de créer un système de règlements internationaux fourni par la suivante organisation légale et résolé. Donc en fait, ils utilisent, c'est marqué, utiliser pour le XRP transfert équivalent de la monnaie fiat pour chaque participant de banque nationale. Donc là, c'est carrément marqué. Donc on peut pas
Voilà, donc ils ont, et je pense que l'XRP, de toute façon, on le sait, va être utilisé quand ça va se mettre en place. Mais ça a été dans les recherches, ils ont utilisé XRP, enfin la technologie Ripple net, et donc ils ont, trouvé que ce système était très intéressant. Ils expliquent, en gros, je vous laisserai le lien, ils expliquent tous les avantages et comment ça fonctionne. Voilà. Donc je pense vraiment que BRICS, avec le XRP et XLM, eh bien ça va dépoter, mais il faut encore du temps, il faut être patient. Et bien sûr, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait des réglementations qui se fassent, et c'est pour ça que vous voyez, là c'était en février 2024, la Fédération de Russie peut permettre, donc ils ont fait un projet de loi, peut permettre l'utilisation de stablecoin dans les règlements du commerce extérieur. Voilà. Et là, dans le règlement du commerce extérieur, je pense que donc justement, on va avoir le stablecoin eh bien, je pense que XDC va jouer son rôle, mais XRP, et je pense que le stablecoin de Ripple va justement pouvoir peut-être rentrer ensuite en lice. Je vous rappelle que Ripple a fait un stablecoin, la marque déposée, ils l'ont déjà déposé, ça s'appelle le RLUSD. Voilà. Ripple Labs, la société derrière la crypto-monnaie XRP populaire, a envoyé des ondes de choc à travers la communauté crypto avec un dépôt de marque récente, le nom RLUSD. La demande a été déposée le 7 mai à la base de données juridique des États-Unis, Justia. Voilà. On continue avec toujours Ripple, et là depuis quelques temps, alors il y a bien sûr, il y a des gens qui pensent que, il faut savoir qu'il y a tous les débuts de mois, vous avez l'escroc, où on remet une partie des XRP dans l'escroc. Il y a des, donc il faut pas, attention, ne pas confondre, mais il y a effectivement des baleines qui augmentent l'activité XRP actuellement, et là on voit que les baleines ont transféré 80 millions de XRP dans des échanges. XRP a maintenu sa position malgré des problèmes juridiques. C'est vrai que pour l'instant, même quand il y a eu des corrections, il a quand même pas énormément bougé à la baisse, et il y a par contre une perte de foi des investisseurs, ça c'est vrai, mais en tout cas il y a beaucoup d'activités, et je pense que eh bien on faut encore patienter, on y est presque, surtout c'est le moment, il faut pas lâcher, c'est surtout là qu'il faut pas lâcher, je pense qu'on y est presque, et je pense que ce règlement, il va y avoir un règlement avec la SEC. Il faut encore patienter. Ils veulent faire craquer le plus de personnes possible, mais voilà. Moi, en tout cas, je suis un sportif, et donc le mental, je lâche pas l'affaire. Je reste sur le XRP parce que j'ai vu la technologie, et en plus, il y a plein. Quand vous voyez, c'est carrément marqué maintenant. Si vous faites des recherches, vous voyez bien que c'est écrit depuis très longtemps, c'est juste qu'on essaye on va dire de vous faire sortir, et que c'est complètement caché. On vous met le BTC à la place, etc. Mais voilà, pour moi, XRP, c'est vraiment l'avenir du nouveau système financier. On continue, et une petite nouvelle. Ça c'est sur le XRP Ledger, où vous avez maintenant, vous allez avoir sur Xoom Wallet une interopérabilité, on va lire ça, où vous avez le Root Network qui a cherché des moyens d'améliorer l'expérience utilisateur de la communauté XRP grâce à Palette XRPL, permettant aux messages transactions signés à l'aide d'un portefeuille Xaman, j'allais dire Xoom, mais bon, maintenant ça s'appelle Xaman, basé sur le XRPL d'être accepté par The Root Network. Donc maintenant il va y avoir une interopérabilité tout simplement avec The Root Network, où ça sera plus besoin de passer par d'autres entités. On pourra directement de Xoom Wallet avoir un échange direct, du passerelle direct sur The Root Network. Le portefeuille Xaman est un portefeuille mobile qui prend en charge XRP Ledger. Notre objectif était de permettre aux détenteurs de portefeuille Xaman d'interagir de manière transparente, leur permettant de signer et d'envoyer des transactions directement vers The Root Network. Cette intégration permet aux utilisateurs de s'engager avec l'écosystème Root Network sans avoir à changer de portefeuille. Voilà. Donc il y aura de plus en plus de toute façon d'interopérabilité, et voilà encore une démonstration.
on termine pour le CTO de Ripple, qui est David Schwartz, qui estime qu'une attaque sérieuse contre le Ledger XRP est peu probable. Donc il explique un petit peu dans l'article pour quelles raisons. Il y a déjà eu quelques tentatives, mais il n'y a pas eu. Il dit que la seule façon en fait de pouvoir bloquer, c'est carrément d'arrêter le réseau. Mais sinon. Et sinon ici il dit que c'est la seule façon est de perturber l'ordre global des transactions. Dans un tel scénario, l'ensemble du réseau s'arrêterait. Donc par contre ce qui est marrant c'est qu'il donne en fait le système qui permettrait d'arrêter. C'est selon lui les seules choses. Alors moi je suis pas tout à fait certain, parce que pour moi je pense que des ordinateurs quantiques ils peuvent attaquer le réseau, mais il faut quand même pas oublier que cette personne travaillait à la NSA au niveau de la sécurité, et ils ont déjà tout prévu. Ils ont déjà, je pense, des pare-feux et des choses quantiques pour justement pouvoir bloquer ces attaques. Voilà. Vous pourrez noter ici le Ledger XRP à 12 ans, et on en reviendra à la petite minute complotiste tout à l'heure. Pourquoi c'est intéressant de noter que le Ledger XRP a 12 ans depuis tout simplement le 6 mars, je crois. Non, pardon, depuis le 3 juin, pardon. Et il y a eu un interview, et ça je laisserai en lien, c'est hyper intéressant, où vous avez David Schwartz qui se lâche un peu et qui tout simplement dans l'interview, alors c'est avec Camilla Rousseau qui est assez connue, et bien il explique un petit peu beaucoup de choses sur le nouveau stablecoin, sur les attaques sur le réseau, sur le cas de la SEC, etc. Et comme je vous avais dit la dernière fois, où il y avait des gens qui étaient un petit peu étonnés que les fonds de Ripple, eh bien, il y avait très peu qui étaient donnés pour des fonds pour justement essayer de développer le système du XRP Ledger, d'avoir plus de développement dessus, mais on voit bien qu'ils ont, ils le disent, là, ils vont le dire, enfin il va le dire qu'il y a énormément de demandes, c'est juste qu'ils sélectionnent énormément. Au début ils laissaient un petit peu tout rentrer, mais maintenant ils sélectionnent énormément, et on va voir ça. We focus for, in the early days, we would pretty much just take anyone who wanted to do anything because we just wanted to get, as much volume as possible so that we could be strategic later about what corridors. And then we looked at what corridors, first of all, where a digital asset would be competitive. So if you have a shortage of customers, you'll take anyone who walks in the door. But when you have, your Donc il dit quand il y a une pénurie en fait, mais qu'il laisse la porte à toute ouverte. Mais eux ils n'ont pas une pénurie en fait, donc c'est pour ça qu'ils choisissent tout simplement vraiment des cas bien précis, des bons projets, parce que en fait ils ont à mon avis beaucoup de monde au portillon. choice of who you're going to target, you think about what makes the most strategic sense. And obviously, we built the network to settle with XRP. So we're like, let's find customers who are, have the best candidates to settle for XRP. And we just targeted non-bank financial institutions. Banks, obviously getting a big bank is a huge score, but they're very slow movers and they have the least appetite for risk. And most importantly, they're the least agile. So what's going to happen is, like, even if we gave them a product or service that could provide benefits to their customers, they generally won't provide those benefits to their customers. There's a variety of reasons why they won't do that. One of them is that, like, then they're sort of dependent on us, and if our service stops, they have to tell their customers that they're going to get worse service. No bank wants to take that risk. Voilà, je vous invite à regarder cet entretien, c'est très intéressant. Et effectivement, il faut quand même que sur le XRP Ledger, qui n'est pas n'importe quoi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquez, mais sur le XRP Ledger, il y a très très peu de meme coins. Il y en a quand même un petit peu, mais il y a très peu de choses. C'est souvent des choses qui ont quand même une utilité. Et c'est très bon pour la suite, quand il va y avoir les réglementations, et pour le sérieux un petit peu, même si on peut utiliser bien sûr les memecoins, mais c'est vraiment quelque chose d'utilitaire. Sur le XRP Ledger, on voit que c'est quand même, la plupart des choses sont des choses avec une utilité bien précise. Voilà. Et donc j'ai fini avec le XRP. Je vais maintenant vous parler juste, moi je suis personnellement sur Trade Republic, où j'ai des actions à dividendes.
Et il y a une carte qui a été lancée il y a quelques temps, et maintenant ça commence à se démocratiser. C'est une carte où en fait, pour moi, je l'ai prise parce que c'est intéressant dans le sens où en fait, vos dividendes que vous allez obtenir, au lieu à chaque fois d'aller les retransvaser sur la banque, et bien là, vous avez une carte et vous pouvez tout simplement directement acheter plutôt que d'aller remettre, ou même vous voulez vendre des actions, etc. Là, avec cette banque, avec cette carte, en fait, tout est lié directement. Vous avez pu un, vous avez plus la banque qui va faire l'intermédiaire. Là, c'est directement. En fait, Trade Republic devient aussi une banque. Et en même temps, eh bien, un courtier et une banque. Et là, c'est quand même assez intéressant d'éviter toutes ces transactions. Déjà, les frais, il peut y avoir des frais. Certains courtiers font des frais quand quand vous envoyez à la banque l'argent ou vice-versa. Là, en fait, c'est déjà dessus, donc vous n'avez pas de souci. Ensuite, il n'y a aucun frais d'abonnement, donc ça, c'est quand même important. Et on va regarder un petit peu les avantages. Alors, vous avez carrément une qui est gratuite. On a la carte virtuelle gratuite. Moi, personnellement, je préfère toujours avoir une carte qui est réelle. Et donc, j'ai pris une carte classique à 5 euros. Il y a une carte Mirror à 50 euros en métal. Mais honnêtement, il n'y a pas d'avantage. J'ai regardé, il n'y a pas d'avantage. Donc, je vois pas l'intérêt de prendre une. Sauf l'effet qu'elle est plus jolie. Mais sinon, la carte Mirror, pour moi, elle ne sert à rien. C'est puisqu'on a les mêmes avantages. De toute façon, dans les trois cas, c'est exactement la même chose. Et on va regarder quels sont les avantages de la carte. Donc sans frais de souscription, donc ça c'est quand même assez intéressant, et vous avez 1% de cashback, de safeback, et les avantages round up, c'est-à-dire qu'en fait ils vont arrondir aussi, et après vous allez pouvoir investir, par exemple si vous devez payer 99, je sais pas, 98, ben vous allez payer 100 euros et avec les 2 centimes, ils vont vous les garder pour que vous puissiez investir sur quelque chose dans le marché boursier par exemple, ou un ETF, etc. que vous pouvez d'ailleurs programmer. Je vous rappelle que les programmations sont gratuites, vous ne payez pas de frais de courtage quand vous faites des programmations sur Trade Republic. Et aussi, pour moi, ce qui est très intéressant, et c'est ça le plus intéressant pour moi, c'est que là, quand j'ai mes dividendes, je peux tout de suite les acheter, si je veux les utiliser, je peux eh bien, les revendre, enfin les utiliser avec la carte directement. Et le plus intéressant pour moi, c'est quand je voyage, c'est que là, dans tout, il y a un retrait illimité gratuit aux distributeurs dans le monde entier. Au-dessus de 100 euros, bien sûr, faut sortir 100 euros. Mais si vous sortez 100 euros, il n'y a pas de frais. Il y a pas mal de banques, quand vous allez à l'étranger, ils vous prennent des frais. Là, dans le monde entier, avec 100 euros d'achat, eh bien, vous pouvez tout simplement les retirer. Quand vous retirez plus de 100 euros. Voilà. Donc ça peut quand même être assez intéressant. Au niveau de la protection, bah, c'est comme toutes les banques, c'est 100 000 euros, même si, je vous le dis honnêtement, pour moi, 100 000 euros, c'est si jamais il y a toutes les banques si jamais il y a un crash total, je vois pas comment ils pourraient rembourser toutes les personnes, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, en tout cas, il y a 100 000 euros qui est par contre, c'est chez ASBC, voilà, allemande, c'est la succursale allemande qui est le plus grand compensateur de titres d'Allemagne par nombre de transactions. Voilà. Donc de ce côté-là, on est bien. Voilà, donc en tout cas moi j'ai pris, je laisserai le lien si jamais vous êtes intéressé de prendre, ça peut être intéressant. C'est un peu comme vous voyez Revolut, etc. Mais là ce qui c'est vraiment pas mal, c'est qu'il n'y a pas de frais du tout et que vous avez un petit cashback de 1%, et j'ai oublié de vous dire aussi, vous avez 4% d'intérêt sur votre espèce que vous laissez sur Trade Republic, et 4% c'est à peu près l'inflation actuelle sur l'euro. Voilà, même si en parlant justement d'inflation, je vous le dis, s'ils baissent les taux en juin, c'est très bon pour la crypto-monnaie. Ça va être très très bon. Mais par contre, je peux vous dire qu'en Europe, s'ils commencent à baisser les taux, ça va faire très très mal. Pour nous qui détenons la crypto, c'est très bon.
parce que ça va faire flamber. Mais par contre, au niveau de l'économie, ça va être une catastrophe pour les gens justement qui ne se sont pas protégés, parce que tout simplement vous allez avoir une inflation de l'euro et aussi vous allez avoir les achats de produits européens qui vont être moins chers. C'est-à-dire que pour par exemple les Américains, s'il y a une baisse des taux, les Américains vont acheter des produits européens vachement moins chers. Donc pour eux c'est hyper intéressant, mais par contre ça va dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que les produits qui sont hors de l'Union européenne et que vous allez acheter, ça va vous coûter un bras parce que parce qu'il va y avoir l'inflation et donc le fait de baisser ces taux, ça va avoir une inflation de l'euro et donc vous allez acheter des produits à l'étranger et malheureusement il y a des produits comme dans l'informatique, il y a des trucs où on ne produit pas, nous Français ou même l'Union Européenne produit très peu et là tout ce qui est matière première, toutes ces choses là, c'est pour ça que moi je parle beaucoup d'actions sur ce genre de choses, c'est parce que justement je pense que ça va coûter un bras pour les Européens bientôt. Et donc il va y avoir l'inflation et donc le pouvoir d'achat des Français, des Européens qui va baisser. Voilà, c'était juste un aparté. On continue et on parle juste de XRP Healthcare qui tout simplement arrête de faire le swap du XRP sur du XRP en XRPH. En fait, c'est juste pour protéger en fait la supply. Voilà, c'est juste pour ça. Faut pas s'inquiéter. C'est juste pour ça que vous avez XRP Healthcare qui le fait. C'est pour protéger un petit peu sa supply. Voilà. On termine avec Realty. Vous avez actuellement deux propriétés. J'en ai acheté. J'ai acheté 3 tokens de cette propriété. Et ce qui est un peu risqué, c'est que là, on ne sait pas si entre 6 et 20%. On ne sait pas exactement. Mais moi, je suis content de me diversifier autre que Détroit. Vous avez celle-là qui n'apparche pas très bien parce qu'elle a 7,12%. La Ryan Ridge à Montgomery. Et là, c'est intéressant. Vous avez le réinvestissement, je l'ai fait. Donc, vous pouvez réinvestir tout ce que vous gagnez comme loyer chaque semaine, les réinvestir dans une nouvelle propriété pour faire des intérêts composés. Ça, c'est aussi intéressant. Je le fais assez régulièrement quand il y a la possibilité d'avoir des réinvestissements. J'ai presque terminé. On parlait tout à l'heure des tokenisations des actifs chez Brix, mais vous avez aussi, il faudra tenir compte de HBAR. On sait que HBAR travaille vraiment pour la tokenisation. On sait qu'il travaille avec la plateforme Arcas. Arcas, on appelle ça Arcax. Et ils ont partagé leur partenariat, c'est pas de maintenant, hein, ça date de fin 2023. Et là, vous allez avoir, ça va permettre une tokenisation à accélérer. Et donc, il y a vraiment des grosses. Je pense que vraiment HBAR, il est sous-évalué au niveau du prix. Et je pense qu'il va vraiment flamber. Il y a la tokenisation. Vous avez aussi quelque chose qui va aussi, même si moi personnellement c'est pas mon kiff, vous avez au World, alors on sait qu'ils sont très liés au World Economic Forum et en fait pour les contributions d'Edera au rapport d'identité du World Economic Forum Metaverse, ils travaillent ensemble justement pour faire que ce soit des projets et aussi des analyses, des études sur l'identité liée au métaverse, parce que le World Economic Forum sont à fond là-dessus. Ils se servent de Edera pour les aider justement dans ces projets. Voilà. Donc tout cumulé entre la tokenisation des actifs et aussi vous avez le métaverse, vous inquiétez pas que Edera va vraiment flamber au prochain bull run. En plus, il n'est pas cher actuellement. On va juste regarder. HBAR. On a actuellement le BTC qui remonte un peu, le XRP qui remonte un tout petit peu aussi, 5,28. Et Edera, il est à 0. Hier, il était à 0,09. Il est à 0,10 centimes. C'est quand même pareil. Stellar à 0,10 centimes. Mais pour moi, je n'ai plus de liquidité. Mais si j'en avais, je pense que j'irais sur Telcoin.
il a perdu ce mois-ci presque 20%. Voilà, entre Telcoin et Dimitra qui a perdu ce mois-ci 26%. C'est les deux. Allez, un petit troisième aussi qui pour moi peut être intéressant. C'est CKB qui a perdu 18% ce mois-ci. Voilà, il y a toujours des opportunités actuellement. Il suffit juste de fouiller. Et j'ai terminé. Il ne reste plus que la petite minute matière première et je vais vous parler d'une société justement que j'ai investi sur Trade Republic, que j'achète beaucoup d'actions sur Trade Republic, mais pas que sur Trade Republic, je diversifie sur plusieurs courtiers et je vais vous parler de Val SA. Alors qu'est-ce que Val SA ? On va regarder, c'est tout simplement, comme je vous ai dit, moi, actuellement, c'est le bordel. Et on voit qu'il va y avoir une guerre, tout simplement, des ressources, une guerre des matières premières. Et je pense qu'il est intéressant de se positionner dessus, que ce soit sur l'or, l'argent et tout ce qui est matières premières. Il y a une guerre actuellement commerciale et il y a une guerre aussi pour s'accaparer toutes ces ressources. On voit par exemple au Niger qu'il y a les Russes qui essayent de mettre le grappin sur l'uranium par le biais d'une société, j'en reparlerai, mais c'est comme ça un petit peu dans le monde entier, il y a une petite guerre pour se choper les ressources et je pense que il va y avoir aussi un petit peu de pénurie. Je pense qu'il est intéressant de se positionner sur ce genre, sur les matières premières. Et là on voit Val avec ses filiales produit et vend du minerai de fer et des boulettes de minerai de fer destinées à être utilisées comme matière première dans la sidérurgie au Brésil et à l'international. La société opère dans les segments des minéraux ferreux, des métaux de base et du charbon. Le segment des minéraux ferreux, produits extraits du minéraux, bon, etc. Je vous laisserai regarder. Aussi le charbon, c'est pour ça qu'ils sont beaucoup aux États-Unis, excusez-moi, en Chine, pardon, parce que vous savez, la Chine utilise énormément le charbon et la compagnie Val travaille beaucoup avec la Chine. Alors c'est une compagnie qui a un siège social au Brésil et au niveau du prix, on voit eh bien, que vous voyez ici, là, le pic, ça a commencé pendant le Covid. Tous ces trucs de matières premières, souvent, ça commence quand il y a les crises. Et là, en 2020, il est à 4 $. On voit, eh bien, actuellement, elle est à 12, presque 12 $. Donc, on voit que ça, c'est correct. Au niveau de la valorisation, le retour sur 5 ans, on voit par rapport au SP500 92%, Nasdaq 166%, US Matériel 80%. Qu'est-ce qui m'intéresse dans cette société? Le fait que ce soit une matière première. Dans les matières premières, on aura toujours besoin de tout ce qui est sidérurgie, le fer, on en aura toujours besoin. Et c'est le dividende qui est quand même assez correct. Déjà, il a été sans interruption pendant 22 ans. Il faut savoir que souvent, il y a des pics. Et vous voyez, comme d'habitude, c'est à partir, les pics souvent, c'est à partir de, dès qu'il y a une crise, Covid 2020, bam, ça monte. Et là, ça redescend et ça recommence un petit peu à monter. Et comme il y a la crise qui arrive, vous inquiétez pas, ça va remonter. On a le dividende sans interruption depuis 22 ans. C'est un dividende qui est trimestriel. Non, pas trimestriel, 3 fois par an. Donc, tous les 4 mois. Et le montant, ça équivaut à peu près à 12 non, j'ai pas de bêtises, 14%. 14% donc de dividendes, et ça c'est quand même assez intéressant. Le seul point négatif, mais ça c'est normal, c'est un peu à cause du charbon et l'acier, c'est que, on va regarder là, on voit que la segmentation des ventes, on voit que c'est essentiellement, il y a 50%, c'est la Chine. Donc il faut voir qu'il faudra toujours quand même bien surveiller les accords qu'ils ont, mais la Chine a de toute façon besoin aussi, et c'est le seul un petit peu point négatif, c'est qu'ils ne sont pas diversifiés à fond. Il y a quand même la moitié des ventes qui c'est en Chine. Voilà. Et pourquoi j'ai choisi déjà une capitalisation de 52 milliards, c'est quand même c'est une grosse entreprise, c'est du costaud, et un dividende à 14,55%, et surtout une croissance du dividende depuis 5 ans qui est de 17%, et je pense que tant que c'est le bordel, ça va continuer. Voilà, chaque semaine je vous présente une petite entreprise qui peut être intéressante après avoir fait ses gains crypto-monnaie. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser Trade Republic, je vous laisserai le lien, et si vous l'utilisez, vous avez
allez avoir un bonus. Ça peut être une partie d'action ou carrément une action d'une valeur jusqu'à 200 euros. J'ai terminé et on va faire la petite minute complotiste. On va revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure avec David Schwartz, où on a le Ledger XRP qui a 12 ans. Donc c'était en 2012. Voilà. Et nous sommes en 2024, c'est-à-dire il y a 12 ans. Il faut savoir que vous avez l'astrologie chinoise et vous avez ce qu'on appelle 12 signes. Et quand vous regardez, vous voyez là le signe du zodiaque chinois, l'année du dragon, et l'année du dragon c'était 2012. En fait, c'est comme il y a 12 signes, c'est tous les 12 ans, c'est un cycle de 12 ans. Et vous voyez que le XRP Ledger a été construit en 2012, c'est-à-dire durant l'année du dragon. Et là, nous sommes en 2024 et c'est l'année du dragon. Et je pense que vous savez que ces gens utilisent l'occultisme et c'est pas pour rien. Et pour moi, XRP, il va pas péter en 2025, il va péter en 2024. Le Phoenix, il va renaître en 2024. Je pense que le procès de la SEC se terminera en 2024. J'ai terminé pour l'actualité. Je vous remercie. N'hésitez pas à venir sur le Telegram. Il y a pas mal de discussions. C'est assez intéressant. Je mets des actualités chaque jour. D'autres personnes aussi mettent un petit peu des actualités. Et je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt. Ciao.